L'ingénieur est un technicien. Et je dirais qu'un véritable ingénieur devrait être tout à fait conscient qu'il est à la fois un technicien et un citoyen. Et c'est là qu'on a tout le problème. Parce que la plupart des ingénieurs, comme la plupart des techniciens en général, qu'ils soient des techniciens du droit ou de la psychologie, je veux dire, mais puisqu'on a affaire surtout à des ingénieurs dans ce cadre aussi, la plupart des ingénieurs soit cloisonnent leur rôle de citoyen et leur rôle de technicien, soit oublient qu'ils ont un rôle politique de citoyen à jouer, même quand ils sont techniciens. Alors pour illustrer ça, je voudrais, enfin pour expliquer ça plutôt, je l'illustrerai ensuite, je voudrais peut-être partir de nouveau d'Aristote. Aristote expliquait que si on veut décrire un processus de transformation, les ingénieurs souvent font des processus de transformation, il fallait toujours être complet dans sa description, il fallait toujours se poser 4 questions, sans en oublier qu'une. Et il prend lui-même un exemple très simple, qui n'est pas de l'art de l'ingénieur, mais qui est ressorti de l'art du sculpteur. Il dit voilà, il y a un sculpteur qui s'en va à la carrière de marbre avec sa brouette, et puis il va acheter ou recueillir, enfin bon, il va chercher un gros bloc de marbre, il le ramène dans son atelier. Puis une fois qu'il l'a installé dans son atelier, il a en tête ce qu'il veut en faire. Et puis il commence à travailler avec ses marteaux, ses râpes, enfin tous ces instruments, et au bout d'un temps, il en sort une sculpture. Bon. Alors, dit Aristote, par rapport à cette transformation d'un bloc de marbre brut en sculpture, il y a 4 questions à se poser pour bien comprendre ce qui se passe, pour être sûr de tout comprendre ce qui se passe. Première question, quelle est la matière qui est transformée? Ici, c'est facile, évidemment, c'est le bloc de marbre. Deuxième question, quand on parle de transformation, on parle de trans-forme-action. Donc, il y a l'idée de forme là-dedans. C'est-à-dire, la transformation, c'est le passage d'une forme à une autre forme. Passage ici d'un bloc de marbre brut à un bloc de marbre qui n'est plus brut. Il est travaillé, il est sculpté. Donc, en quelque sorte, le travail du sculpteur, d'un point de vue métaphorique, consiste à imprimer une forme dans la matière brute. Par exemple, s'il fait le buste d'une femme, mettons, il va imprimer la représentation qui se fait mentalement du buste de cette femme, il va l'imprimer évidemment. On sait qu'il va se détacher des choses, mais je veux dire, il va en quelque sorte modeler la matière à partir de cette forme. Cette transformation de la matière, elle va se faire à partir d'un certain travail. D'ailleurs, quand je définis l'éthique comme travail, c'est dans le sens. C'est un travail sur soi, on se transforme soi-même en éthique. Alors, ici donc, on va avoir un travail qui va précisément consister à transformer la matière. C'est la troisième question. La première, c'est quelle matière transformer. La deuxième, en quoi consiste la transformation. De quelle forme à quelle forme. Forme initiale, forme résultante. Troisième question, c'est quel travail concret est-il nécessaire pour opérer la transformation. Et, dit Aristote, quatrième question, tout à fait indispensable, dans quel but cette transformation est-elle opérée? C'est la question de la finalité. Donc il y a la question de la matière, la question de la forme, la question de l'efficience du travail et la question de la finalité. Or, un technicien, en tant que technicien, abstraction faite de son rôle de citoyen, ne se pose pas la question de la finalité. Il essaie, technicien, de trouver la méthode la plus efficiente pour transformer la matière, la plus rapide, la plus efficace, avec le moins de déchets, ou la plus économique, enfin bref, il essaye de perfectionner le système, quand il est chercheur en cas, de perfectionner le système de transformation de la matière. Au point souvent de perdre de vue la finalité de cette transformation. Pourquoi fait-on cela? Et le citoyen, lui, va poser la question, pourquoi fait-on cela? Mettons un magasin comme Métro, une chaîne de magasins alimentaires Métro Provigo, ou d'autres, enfin peu importe. Ça pourrait être la Migros en Suisse, ça pourrait être GB ou Deleuze en Belgique, Édouard Leclerc en France, enfin peu importe. Mais je dis, une grande chaîne de magasins dans lesquels il y a des rayons d'alimentation. Habituellement, en Occident, on y vend des brocolis. Entre autres, entre mille autres choses, on vend des brocolis. Alors, le problème du gestionnaire du stock,
c'est qu'il faut qu'il y ait toujours des brocolis à l'étalage pour qu'aucune ménagère ne puisse se plaindre de n'en pas trouver. Mais il faut qu'il y en ait le moins possible en stock, parce que comme c'est une denrée périssable, si le stock stagne trop longtemps, ça pourrit, et donc c'est perte pour le magasin. C'est ce qu'on appelle un problème de flux tendu. Il faut qu'il y ait un flux de brocolis, mais il faut que le flux soit tendu. C'est-à-dire qu'il y en ait toujours à l'arrivée, et qu'il n'y ait pas d'embouteillage en cours de route, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un problème de flux tendu. Alors bien entendu, tous les gestionnaires de stock connaissent ce problème, et puis il y a des logiciels qui permettent, en fonction d'enquêtes sociales, qui disent que le jeudi, les ménagères achètent moins de brocolis que le mardi, je sais pas, bon, peu importe. Et donc, ils arrivent à réguler, comme ça, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs plutôt, ils arrivent à réguler le flux de brocolis de façon que le magasin perde le moins possible, puis il perd le possible dans les stocks qui pourriraient sur place, et gagne le plus possible en livrant toujours des frais aux ménagères. Eh bien, j'ai suffisamment d'amis juifs pour ne pas passer pour un antisémite. Au contraire, je vais dire, est plutôt un acte de mémoire pour les atrocités que toutes sortes de juifs ont subies pendant la dernière guerre mondiale. Mais vous savez, l'approvisionnement des fours crématoires d'Auschwitz, auquel travaillait M. Adolf Eichmann, dont le procès a été fait à Jérusalem à la fin des années 50, c'était exactement un problème de flux tendu. Il fallait qu'il y ait toujours de quoi alimenter les fours, et il ne fallait absolument pas que les futures victimes meurent dans le train, parce que ça faisait désordre, et puis ça ne convenait pas. Donc il fallait résoudre un problème de flux tendu exactement pour des brocolis. Alors le technicien, qui s'appelle M. Eichmann, ou qui s'appelle M. Tartampion, ou M. Tremblay, le technicien, lui, il s'attache à son problème de flux tendu et il essaye de résoudre son problème de flux tendu. Évidemment, c'est énorme ce que je vais dire, mais sans se poser la question si son algorithme, si sa formule, si son logiciel lui sert à alimenter des fours crématoires ou à alimenter les ménages en brocoli. Mathématiquement, le problème est tout à fait le même. Et le technicien, en tant que technicien, il va seulement s'occuper de son problème technique. Par contre, tant qu'il est citoyen, il va se demander à un moment donné à quoi sert le calcul que je fais. C'est pour mener des humains à la mort. Je démissionne, je m'en vais, je critique le système, je le dénonce, ou bien je me fais complice. Si c'est pour alimenter les ménagères brocolis et que les brocolis ne sont pas empoisonnés, ben pas de problème. Je fais un bon métier. Mais c'est le même instrument, c'est la même technique. Alors pour moi, le rapport de l'éthique à la technique, c'est celui-là. C'est que en technique, il suffit de se poser les trois premières questions d'Aristote. Quelle est la matière? Quelle est la forme? Quel est le travail? On peut oublier la question de la finalité. En éthique, par contre, on va poser la question de la finalité. À quoi sert le travail performant que vous êtes occupé à faire? À quoi sert-il? Sert-il l'humanité? Produit-il des victimes? Quelles victimes? Pourquoi? Comment peut-on les éviter? Au fond, est-ce un travail acceptable? Est-ce un travail qui a une noblesse, un travail qui est sordide et qui est tout à fait, qui procède d'un régime totalitaire ou qui entretient au contraire et multiplie la démocratie? Voilà les questions que l'éthique va poser par rapport à la technique. Elle n'est pas du tout contre la technique. L'éthique ne prétend pas du tout être un frein à la technique. Mais pour que la technique puisse se développer au service de l'humain, il faut qu'il y ait un volant. Est-ce que la technique, ce que l'éthique dit, c'est pas du tout nous, les gens de l'éthique, on prend le volant. Non, 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 non. C'est vous, les ingénieurs. Vous avez le volant en main, mais pensez à la destination. Vous savez, c'est comme ne pas s'intéresser à l'éthique quand on est ingénieur. C'est aussi absurde que descendre de son appartement au 2e étage, aller s'asseoir dans sa voiture au bord du trottoir et demander à sa voiture où aller.